Le client de minuit. C'était une de ces nuits interminables où le silence de la ville se mêle à l'obscurité, rendant chaque bruit plus amplifié, plus inquiétant. La lueur blafarde des réverbères filtrant à travers les fenêtres sales de la Lanchonnette ne faisait qu'accentuer cette ambiance étouffante. Il était presque 3 heures du matin, et j'étais seul. Le ronronnement monotone du réfrigérateur était mon unique compagnie. Le sol luisait d'une brillance artificielle sous les néons, et le tic-tac de l'horloge semblait se fondre dans les battements de mon cœur. Tout était prêt pour la fermeture. Alors que je m'apprêtais à éteindre les lumières, la porte de la Lanchonnette s'ouvrit dans un grincement lent et sinistre. Un frisson glacé parcourut mon échine. Je n'attendais plus personne à cette heure-là, surtout un soir de semaine. Pourtant, un homme entra. Il était grand, mince, vêtu d'un costume noir d'une élégance passée de mode, et portait un chapeau large, dissimulant en partie son visage. Sa démarche était lente, presque mécanique, comme s'il avançait sans réelle volonté. Il s'assit à la table près de la fenêtre, la plus éloignée de moi. Un frisson étrange parcourut l'air. Il n'y avait rien d'inhabituel dans son apparence, mais une aura glaciale émanait de lui, une présence lourde, oppressante. Le genre de sensation qui vous prend aux tripes sans raison apparente, qui rend l'air plus épais, plus difficile à respirer. Je m'avançai vers lui, tentant de masquer l'inquiétude qui commençait à me ronger. « Bonsoir. Que puis-je vous servir ?» demandai-je d'une voix tremblante. Il tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux, c'étaient les yeux les plus vides que j'ai jamais vus. Ils semblaient sans vie, 2 gouffres sans fond. Un froid intense m'envahit lorsqu'il me fixa, comme si tout l'air autour de moi se glaçait subitement. Sans un mot, il leva la main, montrant du doigt le menu au-dessus de moi, et murmura d'une voix rauque, « Un café. » Un simple café. Je me précipitai derrière le comptoir, essayant de me calmer. Ce n'était qu'un client comme les autres, me répétai-je. Rien de plus. Mais quelque chose en moi criait le contraire. Il y avait dans cette atmosphère une lourdeur étrange, une sensation d'être observé, mais pas seulement par cet homme. C'était comme si des ombres invisibles s'étaient glissées dans chaque coin de la pièce, attendant, silencieuses. Je préparai le café en jetant des regards nerveux dans sa direction. Il ne bougeait pas, immobile comme une statue. Je déposai la tasse devant lui, et alors que je me retournais pour reprendre mes affaires, un bruit sec retentit derrière moi. Le son du verre qui se brise. Je fis volte-face. La tasse de café était renversée, son contenu noirâtre se répandant lentement sur la table, goutte après goutte, comme un liquide trop épais. Mais l'homme avait disparu. La chaise où il s'était assis était vide, aussi vide que les rues désertes à cette heure tardive. Il n'y avait aucune trace de son passage, à part cette tasse renversée, cette odeur. Une odeur âcre, insupportable, une odeur de décomposition. Comme si quelque chose était mort, juste là, dans cette pièce. L'odeur me prit à la gorge, et je dus me retenir de ne pas vomir. Je regardais autour de moi, paniqué. Comment avait-il pu partir sans que je le voie? La porte n'avait pas bougé, et aucun bruit de pas ne s'était fait entendre. Je m'approchai de la table, hésitante, et fus soudain envahi par une sensation encore plus troublante. Il y avait quelque chose, une présence, invisible mais palpable, qui planait au-dessus de cette table, exactement là où il s'était assis. Je reculai d'un pas, terrorisé. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle, mais rien ne faisait sens. Les heures suivantes furent un véritable calvaire. Chaque bruit, chaque craquement du bâtiment me faisait sursauter. Je sentais une présence constante, comme si des yeux invisibles me suivaient partout, mes pieds. Je terminai mon service en vitesse, priant pour que l'aube arrive enfin et chasse cette horreur nocturne. Mais l'aube ne changea rien. Le lendemain, tout semblait normal, à une exception près. La table où cet homme s'était assis dégageait encore cette odeur de pourriture. J'essayais de l'ignorer, de passer à autre chose, mais cette nuit-là restait gravée en moi. Chaque fois que je m'approchais de cette table, je sentais ce même frisson glacé, cette même présence lourde et malveillante. Des clients me demandaient parfois d'où venait cette odeur étrange, et je mentais, prétendant qu'il s'agissait d'un vieux problème de plomberie. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose de plus sinistre. Les jours se transformèrent en semaines, et la peur ne me quitta pas. Chaque nuit, alors que la fermeture approchait, je ressentais cette même tension, ce même froid oppressant. Et toujours, cette table. Inoccupée, mais jamais vraiment vide. Un soir, un collègue s'en approcha pour nettoyer. Je l'observais du coin de l'œil, incapable de le prévenir de ce qu'il risquait de trouver. Mais à peine eut-il effleuré la chaise que son visage se crispa. Il tourna lentement la tête vers moi, le teint blême, et murmura, « Tu as senti ça ?» Je hochai la tête en silence. Nous ne disions rien, mais à partir de ce jour,
personne n'osa plus s'asseoir à cette table. Un soir, des mois après cet incident, un vieux client régulier entra. Il s'assit à une autre table, mais son regard se posa rapidement sur celle du fond. « C'est drôle, dit-il en souriant légèrement. Cette table me rappelle une vieille histoire. Il y a longtemps, un homme est mort ici, dans cette lanchonnette. On dit qu'il attendait quelqu'un. Depuis, on raconte que son esprit rôde toujours, à la recherche de cette personne. » Mon cœur s'arrêta. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si cet homme mystérieux, ce client de minuit, était en réalité, cette âme errante, condamnée à hanter cette lanchonnette pour l'éternité. Depuis ce jour, je n'ai jamais trouvé la paix. Chaque nuit, lorsque l'horloge approche de 3 heures, je sens cette présence revenir, toujours à la même table. Toujours en attente. Et à chaque fois que je me retourne, j'ai peur de le voir, assis là, silencieux, attendant son café. La voix dans la salle de bain. C'était une de ces nuits calmes, presque trop calmes, où l'air semble épais et le silence pèse lourdement sur les épaules. La lanchonnette venait de fermer, et je m'apprêtais à ranger les dernières choses avant de rentrer chez moi. La nuit tombait depuis un moment déjà, enveloppant tout dans une obscurité oppressante. Le bruit régulier du ventilateur dans la cuisine était le seul son à briser ce calme étouffant. Je n'avais jamais aimé être seul dans cet endroit après la fermeture, mais ce soir-là, quelque chose d'encore plus angoissant flottait dans l'air. Je venais de finir de nettoyer le comptoir quand j'entendis un léger grincement. Un bruit sourd, suivi d'un claquement. Je sursautai, mon cœur ratant un battement. C'était la porte de la salle de bain qui venait de bouger. Je secouai la tête, essayant de me convaincre que c'était sûrement un courant d'air. La ventilation était toujours capricieuse dans ce vieux bâtiment, et ce genre de choses arrivait parfois. Pourtant, une sensation étrange monta en moi. Ce n'était pas la première fois que cette porte agissait de manière bizarre. Mais ce soir-là, il y avait autre chose, quelque chose d'indéfinissable. Je continuais mon rangement, essayant de me concentrer, mais l'inquiétude commençait à ronger le fond de mes pensées. Alors que je me retournais pour ramasser un torchon, j'entendis de nouveau ce bruit. Cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un simple claquement de porte, mais un murmure. Un murmure lointain, presque imperceptible, venant de la salle de bain. Mon cœur accéléra, battant furieusement dans ma poitrine. Je me figeai sur place, écoutant attentivement. Peut-être que j'avais mal entendu? Peut-être que la fatigue jouait des tours à mon esprit? Mais non, il y avait bien un son. Un murmure faible, mais de plus en plus distinct. Et cette voix, c'était celle d'un enfant. « Tu peux m'aider » La voix était douce, presque innocente, mais elle portait avec elle un écho sourd, comme si elle provenait d'un autre monde. Un frisson glacial parcourut ma colonne vertébrale. Mon instinct me criait de ne pas bouger, de ne pas approcher cette porte. Mais la curiosité morbide qui s'était emparée de moi me poussa à avancer, lentement, vers la salle de bain. Chaque pas semblait lourd, et le silence autour de moi était devenu oppressant, comme si l'air lui-même s'était figé dans une attente angoissante. La poignée de la porte se trouvait maintenant juste devant moi. Je tendis la main, mais un doute s'immisça dans mon esprit. Pourquoi une voix d'enfant sortirait-elle de cette pièce vide? La salle de bain était minuscule, sans fenêtre, et il n'y avait personne d'autre dans la lanchonnette. Pourtant, cette voix revenait, encore et encore, « Tu peux m'aider » Avec une hésitation qui me paralysait presque, je posai finalement la main sur la poignée froide. Elle glissa légèrement sous mes doigts, comme si elle était couverte d'une fine pellicule de sueur. Mon corps tout entier se tendit lorsque je la tournai. Lentement, très lentement, la porte s'ouvrit en un grincement sinistre. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. L'intérieur de la salle de bain était vide. Rien. Absolument rien. Les murs blancs, les toilettes, le lavabo. Tout était exactement à sa place. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Je le sentais au plus profond de moi, une sensation inexplicable de malaise, comme si une présence invisible rôdait dans la pièce. La voix avait cessé dès que j'avais ouvert la porte, mais l'air restait lourd, chargé d'une énergie malsaine. Je me tenais là, figé sur le seuil, incapable de détourner le regard de cet espace apparemment ordinaire, mais profondément perturbant. Mon esprit se débattait pour comprendre ce qui se passait. Était-ce mon imagination qui me jouait des tours? Ou bien y avait-il vraiment quelque chose dans cette salle de bain, quelque chose que mes yeux ne pouvaient voir? Puis, sans avertissement, un souffle glacé effleura ma nuque. Ce n'était pas un courant d'air ordinaire, c'était quelque chose de différent. C'était comme si quelqu'un, ou quelque chose, se tenait juste derrière moi, respirant doucement contre ma peau. Mon sang se glaça. Je sentis les poils de ma nuque se hérisser tandis qu'une terreur pure et primitive s'emparait de tout mon être. Je tournai brusquement la tête, m'attendant à voir une silhouette, un visage,
quelque chose, mais il n'y avait rien. Seulement le vide sombre et oppressant de la lanchonnette désertée. Pourtant, je pouvais toujours sentir cette présence, cette sensation désagréable d'être observé, scruté par des yeux invisibles. Je refermai la porte de la salle de bain d'un geste brusque, m'éloignant aussi vite que possible de cet endroit maudit. Mon cœur battait encore à tout rompre, et mes mains tremblaient alors que j'essayais de reprendre mon souffle. Mais la peur ne s'évanouissait pas. Elle restait là, ancrée en moi, comme une ombre qui refusait de me quitter. Les jours suivants, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette nuit. Chaque fois que je passais près de la salle de bain, je sentais cette présence, ce souffle glacé dans ma nuque. Je tentais d'ignorer cette sensation, de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais la voix, elle, restait gravée dans mon esprit. Ces mots si simples, mais si perturbants, « Tu peux m'aider ?» Une nuit, plusieurs semaines plus tard, alors que je travaillais tard, je fus de nouveau attiré par ce murmure lointain. Comme la première fois, la porte de la salle de bain claquait légèrement, et la voix s'élevait, faible mais distincte. « Tu peux m'aider ?» Cette fois, je ne pus m'empêcher de trembler. L'idée de retourner dans cette pièce me paralysait, mais je savais qu'il me fallait y aller. Quelque chose, ou quelqu'un, m'y appelait. Je pris une grande inspiration et me dirigeai lentement vers la porte, mon cœur battant à tout rompre. La poignée était encore plus froide que la dernière fois, et une sueur froide perlait sur mon front. J'ouvris la porte avec précaution, mais encore une fois, il n'y avait rien. La pièce était vide, silencieuse, mais l'atmosphère y était encore plus lourde qu'auparavant. L'odeur y était étrange, un mélange de moisi et de quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, quelque chose de pourri. Je restai immobile, figé par l'angoisse. Puis, juste au moment où je m'apprêtais à reculer, je sentis de nouveau ce souffle glacial, mais cette fois-ci, il était plus fort, plus proche. Je fermai les yeux, terrifié à l'idée de ce qui pouvait se trouver derrière moi. Et là, dans le silence, je l'entendis clairement, « Aide-moi ». Mon sang se glaça. Ce n'était plus un murmure, mais une supplication désespérée. Quand je rouvris les yeux, je me retrouvai face au miroir au-dessus du lavabo, et dans le reflet, je vis une ombre, une silhouette floue, comme celle d'un enfant. Je m'enfuis en courant, mon souffle court, mes jambes tremblantes. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais osé retourner seul dans cette lanchonnette. La voix continue de me hanter, et chaque fois que je me retrouve seul dans une salle de bain, je ne peux m'empêcher de regarder derrière moi, terrifié à l'idée de ce que je pourrais y trouver. Le comment d'impossible. Je travaille dans une petite lanchonnette au coin d'une rue sombre et peu fréquentée. Ce n'est pas un lieu où les gens viennent pour se détendre, mais plutôt un refuge tardif pour les affamés de la nuit, ceux qui cherchent une dernière bouchée avant que la ville ne sombre complètement dans le silence. La plupart du temps, je me contente de préparer des commandes simples, sans histoire. Pourtant, cette nuit-là était différente. Il était environ 22h30, et j'étais sur le point de fermer la caisse, fatigué après une longue journée. Le silence régnait, seulement troublé par le grésillement léger de la plaque de cuisson et le bruit monotone de la ventilation. C'est alors qu'un couple entra. Au premier coup d'œil, rien ne semblait inhabituel chez eux. Un homme et une femme, probablement dans la trentaine, bien habillés, mais sans extravagance. Pourtant, une sensation étrange s'installa en moi dès qu'ils franchirent la porte. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans leur démarche, quelque chose qui m'échappait mais qui faisait écho dans mon esprit comme une dissonance. Ils avancèrent lentement vers le comptoir, leur regard fixé sur moi avec une intensité qui me rendait inconfortable. Ils ne souriaient pas, mais il n'y avait pas non plus d'hostilité apparente dans leurs yeux. C'était plutôt une absence d'émotion qui me donna un frisson. « Que puis-je vous servir ?» demandai-je, essayant de dissimuler mon malaise derrière un sourire professionnel. La femme prit la parole en premier, sa voix douce mais creuse, comme si elle venait de loin. « Nous aimerions un hamburger, dit-elle, puis elle se tourna vers l'homme qui acquiesça, ajoutant d'une voix identique à la sienne, avec de la carne de son bras. Je l'ai regardé, interdit, cherchant une explication à cette commande étrange. « Carne de sombra ?» Qu'est-ce que c'était que ça? Pensant qu'il s'agissait d'une blague, je ris nerveusement. Je suis désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de ce type de viande. C'est une sorte de spécialité? Demandai-je, espérant qu'il allait éclater de rire et me dire que ce n'était qu'une plaisanterie. Mais leurs visages restèrent impassibles. Ils me fixaient, immobiles, leurs yeux s'enfonçant dans les miens comme des abîmes sans fond. Leur iris avait changé de couleur. Ce n'étaient plus de simples yeux humains que je voyais, mais des orbes noirs, profonds, absorbant toute la lumière autour d'eux. Un frisson glacé parcourut mon échine. « Carne de son bras », répétèrent-ils en unisson, avec une synchronisation terrifiante. Mon cœur se serra dans ma poitrine,
et une sueur froide commença à perler sur mon front. Ce n'était pas normal. Quelque chose en eux n'était pas humain. Je pouvais le sentir. Leur présence était devenue oppressante, comme si l'air autour de moi s'était alourdi, rendant chaque respiration plus difficile. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cherchais désespérément une réponse. Je vais voir ce que je peux faire, balbutiai-je, espérant qu'en m'éloignant quelques instants, cette atmosphère suffocante disparaîtrait. Je fis demi-tour et me dirigeai vers l'arrière-cuisine, laissant le couple étrange au comptoir. Mon esprit tournait à toute allure, cherchant une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Qui étaient ces gens? Et qu'était cette carne de son bras? Ce n'était pas une demande normale. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette situation, quelque chose de surnaturel. Dans l'arrière-boutique, je pris une grande respiration, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Peut-être que s'ils voyaient que je ne pouvais pas satisfaire leurs demandes, ils partiraient. Oui, c'était ça. J'attendrais quelques minutes, puis je retournerais les voir pour leur dire que nous n'avions pas ce qu'ils cherchaient. Après quelques instants, je me sentis suffisamment maître de moi-même pour retourner au comptoir. Mais lorsque je sortis de l'arrière-cuisine, je fus frappé par un vide glacé. Le couple avait disparu. Aucune trace d'eux, comme s'ils ne s'étaient jamais trouvés là. Je me sentis d'abord soulagé, pensant qu'ils avaient finalement abandonné leur commande absurde. Mais ce sentiment fut de courte durée. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange. Un parfum âcre flottait dans l'air. Un mélange de brûlé et de quelque chose de plus profond, une odeur métallique, presque insupportable. Je regardai autour de moi, cherchant la source de cette puanteur. Mes yeux se posèrent sur le grill. Il y avait des marques noires, des taches brûlées qui n'étaient pas là avant. Et cette odeur, elle venait de là. Je me rapprochai, pris d'une nausée grandissante. Le grill, qui était éteint quelques minutes auparavant, était maintenant noirci, comme si quelque chose y avait été cuit à haute température. Mais ce n'était pas de la nourriture. C'était autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier, mais qui semblait dévorer la surface métallique du grill. C'est impossible, murmurai-je pour moi-même, reculant instinctivement. Mon esprit refusait de comprendre ce que mes yeux voyaient. Et puis, il y avait ce son, un faible crépitement, presque comme un murmure, venant des taches brûlées. Comme si la chose qui avait été cuite là continuait à exister, à se manifester d'une manière ou d'une autre. Je reculai encore, terrifié par l'idée que ce couple étrange avait peut-être laissé quelque chose derrière eux, quelque chose d'incompréhensible et de dangereux. L'odeur devenait insupportable, imprégnant l'air de la cuisine, me faisant tourner la tête. Je me précipitai vers la porte d'entrée pour la rouvrir, espérant chasser cette puanteur infernale. Mais lorsque j'ouvris la porte, je m'arrêtai net. L'obscurité de la nuit semblait plus dense que d'habitude. Il n'y avait pas un bruit dehors, pas de vent, pas de voiture qui passait, rien. Juste un silence oppressant, comme si le monde extérieur avait disparu. Et puis je les vis, de l'autre côté de la rue, debout sous un réverbère défectueux. Le couple, immobile, me regardant fixement, avec leurs yeux noirs comme des abysses. Je claquai la porte, mon souffle court, et m'appuyai contre celle-ci, le cœur battant à tout rompre. J'étais en train de perdre la tête. Il ne pouvait pas être réel. Rien de tout cela ne pouvait être réel. Pourtant, l'odeur persistait, et les images de leurs yeux, ces yeux sans vie, étaient gravées dans mon esprit. Depuis cette nuit, l'odeur de brûlé ne m'a jamais quitté. Peu importe combien de fois je nettoie, peu importe combien de produits chimiques j'utilise, elle est toujours là, flottant dans l'air, me rappelant constamment cette rencontre. Et parfois, tard dans la nuit, lorsque je ferme la lanchonnette, je sens une présence, juste derrière moi. La fille qui ne partait jamais. Travailler dans une lanchonnette de nuit a toujours été une étrange expérience. L'atmosphère change une fois que le soleil se couche. Les ombres s'allongent, et les clients deviennent des silhouettes furtives, pressés de se rassasier avant de retourner dans l'obscurité de la ville endormie. Mais il y avait une cliente qui se distinguait des autres. Elle venait tous les soirs, à la même heure, toujours vêtue d'une robe blanche. Une jeune fille, à peine dans la vingtaine, au regard si lointain qu'on aurait dit qu'elle cherchait quelque chose, ou qu'elle fuyait quelque chose. La première fois que je l'ai vue, je me souviens avoir ressenti une étrange sensation, comme une brume épaisse qui s'était immiscée dans la lanchonnette avec elle. Elle n'avait pas l'air d'être différente des autres clients à première vue, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement son regard vide ou sa démarche presque flottante. C'était son absence de présence, comme si elle était là sans vraiment l'être. Chaque soir, elle s'asseyait toujours à la même table, dans le coin le plus sombre de la salle, là où la lumière faiblissait, où les ombres prenaient vie. Elle commandait toujours la même chose,
un sandwich simple, sans accompagnement, et un verre d'eau. C'était devenu une routine. Je connaissais son visage, ses gestes, et pourtant, chaque nuit, elle me paraissait plus distante, plus éthérée, comme une silhouette qui s'efface progressivement de la réalité. J'essayais de ne pas y prêter attention, de me convaincre qu'elle n'était qu'une cliente parmi d'autres, mais quelque chose en elle me dérangeait. Une nuit, alors que je nettoyais le comptoir après une longue soirée, je la vis centrée, comme d'habitude, à la même heure. Il était presque minuit. Elle se dirigea vers sa table habituelle sans un mot. Cette fois, il y avait une étrange tension dans l'air, quelque chose de presque palpable. Le bruit du balai glissant sur le sol s'était arrêté, et la lanchonnette plongea dans un silence oppressant. J'avais l'impression que le temps s'était figé. Elle s'assit, droite, les mains posées délicatement sur la table, fixant le vide devant elle. Je ne pouvais plus ignorer cette sensation dérangeante. C'était comme si la pièce entière respirait à peine en sa présence. Finalement, poussé par une impulsion que je ne comprenais pas moi-même, je m'approchai d'elle. Son visage restait impassible, ses yeux vides fixés dans l'obscurité. « Vous venez souvent ici, non » demandai-je d'une voix tremblante. Elle tourna lentement la tête vers moi. Un sourire se dessina sur ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire froid, vide, un sourire qui me glaça jusqu'aux os. « Je viens ici depuis longtemps » murmura-t-elle. Je restai figé un instant. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit frissonner. Ce n'était pas une simple réponse. C'était comme si elle avait dit autre chose, quelque chose de plus profond, de plus sinistre. « Comment vous appelez-vous » demandai-je, essayant de briser cette tension qui pesait sur mes épaules. Elle me fixa avec ses yeux vides, et un silence pesant s'installa entre nous. Puis, doucement, elle répondit. « Je m'appelais autrefois Élise. Mais ça n'a plus vraiment d'importance. » Je fronçai les sourcils, confus par ces mots. « Je m'appelais autrefois » Avant que je ne puisse poser d'autres questions, elle se leva brusquement, sans un mot de plus, quitta la lanchonnette, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain, la lanchonnette était étrangement calme. L'absence d'Élise cette nuit-là me mit mal à l'aise. Après des mois à la voir tous les soirs, je m'étais habitué à sa présence silencieuse, même si elle me perturbait. Le fait qu'elle ne soit pas venue cette nuit-là me laissait un sentiment de vide. Mais ce n'était pas tout. Ce jour-là, pendant ma pause, je discutais avec un collègue, un homme plus âgé qui travaillait là depuis bien plus longtemps que moi. Je lui mentionnai la fille en robe blanche, celle qui venait chaque soir. Il me regarda, les yeux écarquillés, l'air soudainement très sérieux. « La fille en robe blanche » demanda-t-il d'une voix rauque. J'acquiesçai, surpris par son changement de ton. « Elle est venue chaque nuit pendant des mois » répondis-je. « Toujours à la même heure, toujours la même commande. Je lui ai même parlé hier soir. » Mon collègue blêmit. Il posa lentement sa tasse de café, et d'une voix presque inaudible, murmura. « Cette fille, elle est morte. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Quoi ? Morte » demandai-je, incredula. Il hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Il y a 5 ans, elle a eu un accident juste devant la lanchonnette. Elle venait souvent ici avant. Une voiture l'a renversée en pleine nuit. Elle est morte sur le coup. » Je sentis un frisson glacial parcourir mon dos. Les paroles de mon collègue résonnaient dans ma tête. C'était impossible. Je l'avais vue, je lui avais parlé. Comment pouvait-elle être morte ? Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à notre dernière conversation, à ces paroles mystérieuses. Je m'appelais autrefois Élise. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une explication rationnelle. Pourtant, tout semblait s'effondrer sous le poids de cette révélation. Cette nuit-là, je retournais travailler avec une boule au ventre. L'idée que j'avais peut-être parlé à une morte me terrifiait. Les heures passaient lentement, chaque minute était un supplice, chaque ombre semblait se mouvoir d'elle-même. Et puis, juste avant minuit, comme un coup de tonnerre dans le silence, la porte de la lanchonnette s'ouvrit. Elle était là. Élise, avec sa robe blanche, son visage impassible. Elle entra, comme d'habitude, et alla s'asseoir à sa table, dans le coin sombre. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle, mais la peur me paralysait. Elle me regarda, et cette fois, je sentis une lourdeur dans son regard, comme si elle portait avec elle un poids insoutenable, quelque chose de trop lourd pour le monde des vivants. Je restais derrière le comptoir, incapable de bouger, de penser. Mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Elle était morte. Et pourtant, elle était là, devant moi. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire. Elle ne parla pas cette nuit-là. Elle resta assise pendant quelques minutes, puis, sans un mot, elle se leva et quitta la lanchonnette. Mais cette fois, quelque chose était différent. J'avais l'impression qu'elle ne reviendrait plus. Depuis ce jour,
je n'ai plus jamais vu Élise. Mais sa présence hante encore mes nuits. Parfois, dans le silence de la lanchonnette, je crois entendre un léger froissement de tissu, comme une robe qui glisse sur le sol. Et chaque fois que je passe devant cette table sombre, je ne peux m'empêcher de penser qu'elle est toujours là, quelque part, dans les ombres, attendant que quelqu'un se souvienne d'elle. Le bruit du téléphone. Il était tard, la lanchonnette était presque déserte. Comme à mon habitude, je m'occupais des tâches de fin de soirée. Nettoyer les tables, balayer le sol, éteindre les lumières inutiles. Les seules bribes de vie étaient les légers cliquetis de la vaisselle que je rangeais et le ronronnement continu des appareils de cuisine. Une routine apaisante, répétitive. J'appréciais ce silence, après une journée de clients bruyants et de commandes incessantes. Mais ce soir-là, quelque chose brisa cette tranquillité. Le téléphone de la lanchonnette sonna. Un son strident, inattendu à cette heure. J'hésitais un instant avant de décrocher. Peu de gens appellent aussi tard, et certainement pas pour une commande. Pourtant, je décrochais, pensant que c'était peut-être un oubli, un appel de dernière minute. Allô? Lanchonnette le coin gourmand, bonsoir. Silence. Rien de l'autre côté. Seulement le son lointain d'une respiration. Lourde, lente, comme si quelqu'un se tenait tout près du combiné, écoutant sans rien dire. Allô? Répétais-je, légèrement mal à l'aise. Encore ce silence oppressant, suivi de cette respiration saccadée. Mon cœur battait un peu plus vite. Après un moment d'hésitation, je raccrochai, pensant que cela n'était rien de plus qu'une mauvaise blague ou une erreur. Je retournai à mon travail, essayant d'oublier ce moment étrange. Mais à peine avais-je fait quelques pas que le téléphone sonna de nouveau. Mon estomac se serra. J'avais soudainement l'impression que quelque chose n'allait pas, que cet appel n'était pas anodin. Je pris une profonde inspiration et décrochai encore une fois. Allô? Demandai-je, cette fois avec une pointe de nervosité dans la voix. Cette fois, une voix rauque, déformée, me répondit. « Je te regarde. » Mon sang se glaça instantanément. Je restai figé, incapable de prononcer un mot. Je jetai un coup d'œil rapide autour de moi, vers les fenêtres sombres qui donnaient sur la rue déserte. Rien. La nuit semblait si calme dehors, mais cette voix, elle était terriblement proche, trop proche. Je raccrochai rapidement, les mains tremblantes. Mon souffle s'accéléra, et une sueur froide commença à perler sur mon front. Qui pouvait bien être cette personne? Était-ce un jeu, une plaisanterie morbide, ou quelque chose de bien plus sinistre? Les heures passèrent, et je tentai de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être quelqu'un cherchait-il simplement à me faire peur. Mais cette voix, il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de si dérangeant, si anormal. Un frisson me parcourut l'échine à chaque fois que je repensais à ces mots, « Je te regarde ». Les jours suivants, les appels continuèrent. Toujours à la même heure, toujours avec la même respiration haletante. Parfois, il ne disait rien, mais d'autres fois, la voix murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre. Des mots épars, comme soufflés à travers un voile de brume. Et chaque fois que je décrochais, mon cœur battait plus fort. La peur grandissait en moi, s'enracinant dans mon esprit comme une mauvaise herbe impossible à arracher. J'évitais désormais de regarder par les fenêtres. Le simple fait de penser que quelqu'un pouvait être là, caché dans l'obscurité, m'observant, me rendait malade. Une nuit, je pris mon courage à deux mains. Le téléphone sonna, comme d'habitude. Mais cette fois, j'étais prêt. J'avais décidé de confronter cette personne, de lui dire d'arrêter ce jeu macabre. Je décrochai d'un geste brusque. « Qui es-tu » criai-je, ma voix tremblante de colère et de peur. « Pourquoi fais-tu ça » Il y eut un court silence, puis la voix rauque répondit, avec une lenteur effrayante. « Je suis plus proche que tu ne le crois ?» Mon souffle se coupa. Une sueur glaciale coula le long de ma colonne vertébrale. Je regardai autour de moi, le téléphone encore collé à mon oreille, chaque ombre dans la pièce semblant prendre vie, se resserrant autour de moi. J'avais l'impression d'étouffer, que les murs de la lanchonnette se refermaient lentement. Je raccrochai une fois de plus, mon corps parcouru de tremblements incontrôlables. Il fallait que cela cesse. Mais comment? La police? Que leur dirais-je? Un inconnu m'appelle la nuit pour me dire qu'il m'observe? Il rirait probablement, pensant que je me fais des films. Mais moi, je savais. Je sentais cette présence. Quelqu'un, ou quelque chose, était là. Caché dans les ombres, attendant, guettant. Les semaines passèrent, et les appels persistèrent. Chaque nuit, à la même heure. Chaque nuit, la même terreur qui m'envahissait. Mais quelque chose changea. Ce n'était plus seulement au téléphone que je l'entendais. La voix, cette respiration rauque, semblait s'insinuer dans mes pensées, dans mes rêves. Même lorsque le téléphone ne sonnait pas, je l'entendais. Elle était là, dans ma tête,
chuchotant des mots à peine audibles, comme si elle faisait désormais partie de moi. Je perdis le sommeil. Chaque nuit, je restais éveillé, guettant le moindre bruit, le moindre mouvement. Je n'osais plus décrocher le téléphone. Mais ça n'avait plus d'importance. La voix n'avait plus besoin du téléphone. Elle était là, partout autour de moi. Dans chaque silence, dans chaque souffle de vent, elle murmurait, inlassablement, me rappelant qu'elle était toujours là, qu'elle ne me laisserait jamais en paix. Je commençais à sombrer dans la paranoïa. Chaque ombre, chaque reflet dans une vitre devenait une menace. J'avais l'impression que des yeux invisibles me fixaient, que chaque personne qui entrait dans la lanchonnette était complice de ce jeu infernal. Je ne pouvais plus distinguer le réel de l'irréel. Était-ce simplement mon esprit qui me jouait des tours, ou bien cette chose avait-elle réellement pris possession de ma vie? Un soir, alors que je marchais dans la lanchonnette, épuisé, brisé, j'entendis encore une fois cette voix. Mais cette fois, elle ne venait pas du téléphone. Elle était là, juste derrière moi. Je te vois, souffla-t-elle à mon oreille. Je me retournai d'un coup, mais il n'y avait personne. Seulement le vide. Un vide oppressant, écrasant. C'était comme si l'air autour de moi avait pris une consistance, lourde et suffocante. Depuis cette nuit, je ne suis plus le même. La voix est là, elle fait partie de moi. Elle a envahi chaque recoin de mon esprit. Même lorsque tout est calme, même lorsque je suis entouré de monde, je l'entends, elle me hante, elle me guette. Elle n'a jamais cessé. Et je sais qu'elle ne s'arrêtera jamais. La commande qui n'est jamais arrivée. Travailler de nuit dans une petite lanchonnette, c'est accepter le silence qui s'installe quand tout le monde dort. C'est ce genre de calme qui devient presque une deuxième peau, apaisant d'un côté, mais qui peut aussi rendre chaque son inattendu terriblement déconcertant. Ce soir-là, comme souvent, je nettoyais les derniers restes de la soirée, prêt à fermer boutique. L'obscurité dehors semblait plus dense que d'habitude, enveloppant la rue dans une couverture oppressante. Une nuit ordinaire, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le téléphone sonna brusquement, me faisant sursauter. Il était presque minuit, et je n'attendais plus d'appel à cette heure. En temps normal, les gens n'appellent plus si tard pour commander. Pourtant, par habitude, je décrochais. Lanchonnette le coin gourmand, bonsoir. Comment puis-je vous aider? Une voix rauque, basse, presque imperceptible, répondit. Elle portait une étrange vibration, comme si elle provenait de loin, d'un autre monde presque. Je voudrais passer une commande, un sandwich classique, rien de compliqué, ajouta la voix après un moment de silence, comme si la personne réfléchissait. Très bien, lui dis-je, essayant de ne pas prêter attention à l'étrangeté de la situation. Quelle serait l'adresse pour la livraison? La voix me donna une adresse que je notai rapidement. Un endroit en périphérie, un quartier que je connaissais à peine. Une maison que je ne visualisais pas. Je serai là dans 20 minutes, ajouta la voix avant de raccrocher brusquement. Je restai un instant avec le combiné à la main, légèrement troublé. Quelque chose dans cet échange m'avait mis mal à l'aise, mais je ne pouvais pas dire quoi. Ce n'était pas rare que des clients passent des commandes tardives, surtout des habitués. Alors je ne m'inquiétais pas plus que ça, me contentant de préparer le sandwich demandé. Les minutes passèrent. 20 minutes, puis 30. Toujours aucun signe du client. J'essayais de me convaincre qu'il avait peut-être eu un empêchement, ou qu'il arrivait simplement en retard. Mais au bout de 45 minutes, l'inquiétude se transforma en une sensation plus profonde, plus obscure. Quelque chose n'allait pas. Je décidai de prendre les devants. Je composai le numéro que l'homme avait donné, espérant éclaircir la situation. Mais dès que j'appuyais sur « Appel », une voix automatique me répondit « Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Il resta fake. » Comment cela pouvait-il être possible? Je venais de parler à cette personne, moins d'une heure auparavant. Mon cœur commença à battre plus fort. Je jetai un coup d'œil à l'adresse que j'avais notée. Quelque chose en moi, un instinct profond, me disait d'enquêter, de comprendre ce qui se passait réellement. Peut-être qu'il y avait eu une erreur, ou que l'adresse n'était pas correcte. Sans perdre de temps, je décidai de fermer la lanchonnette plus tôt et de me rendre à l'adresse donnée. Le ciel était noir comme de l'encre, les lampadaires projetaient des ombres longues et sinistres sur les trottoirs. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans le silence nocturne. Quand j'arrivai enfin devant la maison, mon cœur s'arrêta un instant. Devant moi, se tenait une bâtisse abandonnée. Les fenêtres étaient brisées, et les murs portaient les marques du temps, érodés par des années de négligence. L'endroit semblait désert depuis des décennies. Une maison oubliée par tous, où personne ne pourrait habiter. Je restais là, immobile, le sac contenant le sandwich dans la main. Mon esprit essayait de comprendre, qui m'avait appelé? Pourquoi m'avoir donné l'adresse d'une maison abandonnée? Mon instinct me criait de partir, de m'éloigner le plus vite possible.
mais une partie de moi voulait comprendre. Je voulais savoir ce qui s'était réellement passé. Je fis un pas vers la maison. Puis un autre. Le bois sous mes pieds grinçait, comme si la maison elle-même protestait contre ma présence. J'atteignis la porte d'entrée, fissurée et décolorée par le temps. Hésitant, je levai la main et toquai doucement. Rien. Je restai là quelques secondes, écoutant le silence lourd qui régnait autour de moi. Puis, soudain, j'entendis un bruit. Un souffle, léger, presque imperceptible, venant de l'intérieur de la maison. Mon cœur accéléra. Quelqu'un était là. Allô? Lançai-je, ma voix tremblante d'appréhension. Aucune réponse. Mais ce souffle continuait, régulier, comme si quelqu'un se tenait juste derrière la porte, à quelques centimètres de moi. Mon instinct me hurlait de partir, mais mes pieds restaient cloués au sol. Je ne pouvais pas bouger, pris dans une sorte de torpeur hypnotique. Puis, sans prévenir, la porte s'ouvrit légèrement, dans un grincement sinistre. Je restai figé, incapable de réagir. L'obscurité à l'intérieur de la maison était totale, une noirceur si profonde qu'elle semblait presque palpable. Soudain, une voix résonna, la même que celle du téléphone. Elle venait de l'intérieur, douce mais déformée, comme si elle provenait d'un autre monde. « Tu es en retard ?» Mon sang se glaça. Cette voix, elle n'avait rien d'humain. Elle semblait traverser les âges, portée par une entité ancienne et malveillante. Je reculai d'un pas, mais mes jambes étaient lourdes, comme enchaînées à cet endroit maudit. La peur me paralysait. La porte s'ouvrit un peu plus, révélant une silhouette dans l'ombre. C'était flou, indistinct, mais je pouvais voir une forme humanoïde, immobile, m'observant. Ses yeux, ou du moins ce que je prenais pour des yeux, brillaient faiblement dans l'obscurité, 2 points de lumière mourante. Je n'attendis pas plus longtemps. Paniqué, je fis demi-tour et courus aussi vite que je le pouvais. Mon cœur battait à tout rompre, mes poumons brûlaient, mais je n'osais pas m'arrêter. Je sentais cette présence derrière moi, comme si elle me poursuivait, invisible, mais toujours là. Je ne m'arrêtai qu'une fois arrivé à ma voiture, haletant, terrifié. Je jetai un dernier regard vers la maison. Elle était de nouveau plongée dans l'obscurité, silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Depuis cette nuit, quelque chose a changé en moi. Chaque fois que le téléphone sonne dans la lanchonnette, mon cœur s'emballe. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est cette voix, qu'elle revient pour moi. Et parfois, quand je suis seul, je sens cette présence. Elle est là, quelque part, m'attendant. Et à chaque commande que je reçois, à chaque appel, je me demande si, cette fois, ce ne sera pas une nouvelle commande qui ne sera jamais récupérée. Une commande venant de l'autre côté, d'un endroit où le temps et l'espace n'ont plus de sens. Je sais qu'un jour, je ne pourrai plus fuir. Les mains sur la fenêtre. Cela faisait des années que je travaillais dans cette petite lanchonnette de quartier. Un endroit simple, sans prétention, où les clients venaient pour une bouchée rapide et disparaissaient dans la nuit. Chaque soir, le même rituel, je nettoyais les tables, balançais un dernier coup de serpillière avant de verrouiller la porte et d'éteindre les lumières. Ce soir-là, tout semblait aussi banal que d'habitude. Une nuit ordinaire, ou du moins, c'est ce que je pensais. Le silence régnait. Le genre de silence qui semble plus lourd que d'habitude, comme une couverture étouffante. Le bourdonnement régulier du réfrigérateur, les bruits lointains de la circulation dehors, tout cela devenait comme une symphonie familière. J'étais seul, avec pour seule compagnie mes propres pensées et les bruits du quotidien. C'est alors que je l'entendis. Un petit coup léger sur la fenêtre, à peine audible, mais suffisamment distinct pour attirer mon attention. Instinctivement, je levai les yeux, mais ne vis rien d'anormal. Juste la rue déserte baignée par les lumières tremblotantes des lampadaires. Probablement le vent, me dis-je pour me rassurer, et je repris mon nettoyage, balayant mécaniquement les miettes sur la table. Mais, à nouveau, ce bruit. Un autre coup, plus insistant cette fois. Je me redressai, jetant un nouveau coup d'œil à la fenêtre. Encore une fois, rien. Mon cœur commençait à s'accélérer légèrement, une fine couche d'adrénaline se diffusant dans mes veines. Je savais que je travaillais trop tard, que la fatigue jouait parfois des tours. Mais quelque chose dans l'air cette nuit-là était différent. Il y avait une tension invisible, une lourdeur qui pesait sur mes épaules. Soudain, alors que j'essuyais la dernière table, mes yeux furent attirés par un mouvement à la fenêtre. Au début, je crus que c'était mon propre reflet dans le verre, mais non. Ce que je voyais était bien réel. Deux mains pâles, presque translucides, pressées contre la vitre. Mon cœur manqua un battement. Je restais figé, incapable de détourner les yeux. Ces mains semblaient humaines, mais elles avaient quelque chose de terriblement dérangeant. Leur pâleur était presque spectrale, comme si elles appartenaient à un cadavre. Les doigts étaient longs, fins, et légèrement courbés,
comme s'ils essayaient de percer la barrière de verre qui les séparait de moi. Je lâchai le chiffon que je tenais, incapable de détacher mon regard de cette scène cauchemardesque. Non, non, ce n'est pas possible, pensais-je, essayant de me convaincre que mes yeux me jouaient des tours. Mais chaque battement de mon cœur semblait résonner dans mes oreilles, comme un tambour de plus en plus fort. Rassemblant ce qu'il me restait de courage, je me précipitai vers la porte, l'ouvris brutalement et sortis à l'extérieur. Le vent frais de la nuit me frappa, balayant mon visage, et je scrutai les alentours. Il n'y avait personne. Absolument personne. La rue était aussi déserte qu'elle l'avait été depuis le début de la soirée. Pas de traces de pas, pas de mouvement. Juste le silence et l'obscurité. Je me retournai lentement vers la fenêtre, espérant que les mains avaient disparu avec ma sortie. Mais non. Elles étaient toujours là. Collées contre la vitre de l'intérieur cette fois, comme si elles avaient franchi la barrière du monde extérieur. Mon estomac se noua, et je sentis un frisson glacé courir le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose d'inhumain était là, juste derrière cette fenêtre, à me regarder, à me guetter. L'idée me traversa que ce « quelque chose » ne cherchait pas simplement à entrer, mais qu'il m'avait déjà repéré depuis longtemps, et qu'il jouait avec moi, savourant ma peur grandissante. Je rentrai précipitamment dans la lanchonnette, claquant la porte derrière moi. Je pris une grande inspiration, essayant de retrouver mon calme. C'est le stress. Ce sont des hallucinations, tout cela est irréel. Je me répétais ces mots comme un mantra, espérant qu'ils dissiperaient l'horreur qui grandissait en moi. Mais quand je relevais les yeux vers la fenêtre, les marques des mains étaient toujours là. Cette fois, elles semblaient bouger légèrement, comme si elles caressaient doucement le verre, cherchant à le briser. Un murmure monta alors du fond de la pièce. D'abord imperceptible, puis de plus en plus distinct. C'était un murmure éthéré, impossible à comprendre, comme si des voix venues d'un autre temps, d'un autre lieu, chuchotaient mon nom. Je n'osais plus bouger. Mes jambes étaient lourdes, figées par la terreur. Je savais que je devais partir, fuir cet endroit maudit, mais mes pieds restaient plantés là, comme scellés au sol. Une partie de moi sentait que si je faisais un seul geste, ces mains m'attraperaient, m'entraîneraient dans leur monde. Le murmure se fit plus pressant. Il résonnait maintenant dans toute la pièce, comme un souffle glacial qui m'entourait. Je pouvais presque sentir une présence derrière moi, une ombre invisible qui m'observait. Je savais que je n'étais plus seul. Dans un élan de panique, je me retournai brusquement, espérant surprendre cette entité. Mais il n'y avait rien. Juste la pièce vide, et ce silence oppressant. Pourtant, je pouvais encore sentir ce regard sur moi, cette pression invisible qui pesait sur mes épaules. Je tentais de reprendre mes esprits, de rationaliser la situation. Mais comment expliquer l'inexplicable ? Ces mains, ces voix, ce malaise croissant, tout cela dépassait l'entendement. Mon esprit était en proie à la confusion la plus totale, comme si la réalité elle-même s'effritait sous mes pieds. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenait une éternité. Le silence pesait de plus en plus lourd, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Dans un dernier accès de terreur, je me précipitai vers la porte, l'ouvris en grand et courus dans la nuit, sans même prendre le temps de verrouiller la lanchonnette. Mon seul objectif était de mettre le plus de distance possible entre moi et cet endroit. Depuis cette nuit, je n'ai jamais pu me résoudre à revenir. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ses mains sur la fenêtre, ses doigts longs et pâles cherchant à m'attraper. Et parfois, dans le silence de la nuit, j'entends encore ce murmure lointain, ces voix chuchotant mon nom. Peut-être qu'un jour, elles finiront par me trouver. L'enfant disparut. C'était une soirée comme les autres. Une de ces nuits où la routine prend le dessus et où l'ennui s'installe doucement, sans faire de bruit. Je travaillais dans cette petite lanchonnette depuis quelques années, et je connaissais les moindres recoins de cet endroit. Rien de bien palpitant ne s'y passait jamais, juste des clients réguliers, des commandes récurrentes, et moi, qui servais machinalement des cafés et des sandwichs à des gens qui, pour la plupart, semblaient aussi fatigués de leur journée que moi. Mais cette nuit-là, elle allait tout changer. Je venais de finir de servir un client, quand une femme entra précipitamment dans la lanchonnette. Son visage était déformé par l'angoisse, ses cheveux en désordre, et son regard paniqué parcourait la pièce à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Elle se dirigea directement vers moi, ignorant les quelques clients assis à des tables. Elle haletait, le souffle court, comme si elle avait couru un marathon. « Avez-vous vu ma fille » s'écria-t-elle, à moitié essoufflée. Je la regardai, interloqué, sans trop comprendre. « Votre fille ? Non, je suis désolé, je n'ai vu aucun enfant ici ce soir. » Ses yeux s'emplirent de désespoir, et elle répéta, cette fois avec une voix tremblante. « Ma fille ? Elle portait un petit manteau bleu, un ruban dans les cheveux. Je suis sûr qu'elle est entrée ici. Vous devez l'avoir vue. »
Je secouai la tête. Il n'y avait eu aucune petite fille ce soir, du moins pas à ma connaissance. La femme commença à jeter des regards frénétiques autour d'elle, scrutant chaque recoin de la lanchonnette comme si sa vie en dépendait. « S'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose. Elle ne peut pas être loin. » Je pouvais sentir sa détresse, presque palpable, comme un poids sur mes épaules. Ne sachant que faire, je lui assurai que j'allais l'aider à chercher. Peut-être que l'enfant était allé aux toilettes, ou s'était caché quelque part dans la salle. Mais après quelques minutes de recherche, il n'y avait toujours aucune trace de cette fille en manteau bleu. C'est là que la panique de la femme se transforma en terreur pure. Elle appela la police. Bientôt, des agents arrivèrent, leurs sirènes brisant le calme de la nuit. Ils fouillèrent chaque recoin de la lanchonnette, interrogeant les clients, inspectant les alentours, sans résultat. La petite fille semblait s'être évaporée dans l'air, comme un fantôme. Après des heures de recherches infructueuses, la police repartit, promettant à la mère désespérée qu'ils poursuivraient les investigations. Mais quelque chose ne tournait pas rond. J'avais le sentiment étrange qu'on m'observait, que quelque chose d'invisible rôdait dans cette lanchonnette. Un frisson me parcourut l'échine. Les jours passèrent, et l'affaire commença à hanter mes pensées. Qui était cette petite fille? Comment avait-elle pu disparaître sans laisser de traces, juste sous nos yeux? La mère revenait parfois, demandant des nouvelles, et chaque fois, je devais lui répéter que nous n'avions rien trouvé. Son visage s'était creusé de fatigue et de tristesse. Son regard avait cette lueur d'espoir brisé, comme si elle s'accrochait à un fil invisible. Un soir, plusieurs jours après la disparition, alors que je fermais la lanchonnette, un étrange pressentiment me poussa à vérifier les enregistrements des caméras de surveillance. Je ne sais pas ce qui m'avait pris, mais il fallait que je sache. Peut-être que quelque chose m'avait échappé. Peut-être que la petite fille était effectivement entrée, mais que je ne l'avais simplement pas vue. Je me mis à faire défiler les images des caméras, sans grande conviction, m'attendant à revoir la routine habituelle. Mais soudain, mon cœur s'arrêta. Je la vis. Une petite silhouette apparaissait dans le coin de l'écran, vêtue d'un manteau bleu, avec un ruban dans les cheveux, exactement comme l'avait décrit sa mère. Elle courait à travers la lanchonnette, légère, comme si elle dansait sur le sol. Mais quelque chose clochait. Je ne l'avais jamais vue ce soir-là. Pas une seule fois. Pourtant, elle était bien là, sur l'écran, se déplaçant entre les tables, frôlant les chaises. Les clients autour d'elle ne semblaient pas la remarquer. Elle passait juste à côté d'eux, mais personne ne tournait la tête, personne ne réagissait à sa présence. Mon souffle s'accéléra, et une sueur froide me couvrit le front. C'était impossible. Comment pouvais-je ne pas l'avoir vue en personne alors qu'elle apparaissait clairement sur les images? Plus je visionnais la vidéo, plus la situation devenait insoutenable. À un moment donné, la petite fille s'arrêta au milieu de la pièce, se tourna lentement vers la caméra, et sourit. Un sourire figé, presque artificiel, qui m'envoya un frisson glacial dans tout le corps. Ce n'était pas un sourire innocent d'enfant. C'était un sourire vide, sans âme, comme si elle savait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Elle fixait la caméra droit dans les yeux, comme si elle savait que je la regardais. Je coupais la vidéo, le souffle court, la gorge nouée. Quelque chose de terriblement mauvais se passait ici. Je pouvais le sentir. Cette petite fille n'était pas normale. Elle n'était peut-être même pas réelle. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Chaque fois que j'entrais dans la lanchonnette, je sentais cette présence, comme si quelqu'un m'observait depuis les coins sombres de la pièce. Des bruits inexplicables résonnaient la nuit, des murmures à peine perceptibles qui me glaçaient le sang. Et toujours, ce sentiment d'être épié. Je ne savais plus quoi penser. Était-ce mon esprit qui me jouait des tours? Ou était-ce cette petite fille, cette apparition qui rôdait encore dans la lanchonnette? Chaque soir, je vérifiais les caméras, et à chaque fois, je la voyais. Elle courait, jouait, riait même parfois, mais toujours avec ce sourire figé, presque macabre. La mère ne revint plus. Peut-être qu'elle avait perdu espoir, ou peut-être que la police lui avait dit que tout cela n'était qu'une coïncidence, un mauvais rêve. Mais moi, je savais. Je savais que cette petite fille n'était pas un simple souvenir. Elle était là, quelque part entre ce monde et un autre, coincée dans une boucle étrange, revenant chaque nuit pour me rappeler sa présence. Depuis, je ne travaille plus dans cette lanchonnette. Je n'ai jamais eu le courage de retourner là-bas. Mais parfois, même maintenant, dans le silence de la nuit, je revois son sourire dans mes cauchemars. Et quelque part, au fond de moi, je sais qu'elle attend. Elle attend que quelqu'un la voie, vraiment la voie, pour la libérer de cette existence hantée. Ou peut-être, qu'elle attend simplement une nouvelle victime. L'odeur du sang. Ce soir-là, tout était calme, comme d'habitude. La lanchonnette n'était pas très fréquentée,
surtout à cette heure tardive où les rares clients, fatigués de leur journée, venaient pour une dernière tasse de café ou un sandwich rapide avant de rentrer chez eux. C'était une routine, un enchaînement d'actions monotones, et j'avais pris l'habitude de travailler seul à ces heures-ci. Le silence des lieux avait fini par devenir mon compagnon, apaisant d'une certaine manière. Mais cette nuit-là, quelque chose n'allait pas. Je ne saurais dire exactement quand cela a commencé. Peut-être était-ce une petite variation dans l'air, une sensation que l'on ne remarque pas immédiatement, mais qui finit par s'insinuer dans votre conscience, vous faisant sentir que quelque chose cloche. C'est alors que je l'ai senti. Ce parfum étrange, métallique, comme un souffle lourd qui envahissait progressivement tout l'espace autour de moi. C'était subtil au début, juste une petite odeur qui pouvait presque passer pour de la rouille ou une vieille tuyauterie, mais plus les minutes passaient, plus cela devenait insupportable. Le parfum du sang. Je me suis arrêté en plein milieu de la salle, une serviette dans la main, immobilisé par l'intensité de l'odeur. Mon esprit tentait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que quelqu'un s'était blessé sans que je ne le remarque? J'ai immédiatement jeté un coup d'œil autour de moi, cherchant une éventuelle tache, une coupure sur l'un de mes doigts, une trace de pas ensanglanté, mais rien. Tout semblait en ordre. Pourtant, l'odeur était là, persistante, et elle devenait de plus en plus forte, au point de m'en donner la nausée. C'était comme si le sang imprégnait l'air lui-même, chaque inspiration devenant un mélange d'effroi et de dégoût. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Je me suis mis à chercher la source. Je n'avais pas le choix, je devais savoir d'où cela venait. Je suis allé vers la cuisine, vérifiant que rien n'était tombé, qu'aucun couteau n'avait blessé quelqu'un par accident. Tout était impeccable. Aucune tache, aucun dégât. Mais l'odeur, elle semblait encore plus forte là-bas. C'était comme si le sang était littéralement dans les murs, suintant lentement à travers eux. En revenant dans la salle principale, quelque chose attira mon attention. Un léger bruit. Un goutte à goutte. Regular. Let. Presque imperceptible, mais impossible à ignorer une fois que vous l'aviez entendu. Il provenait du coin de la pièce. Là où les clients ne s'asseyaient jamais, une table éloignée, près de la fenêtre. Je me suis avancé doucement, mais pas résonnant étrangement dans le silence pesant. Et c'est là que je l'ai vu. Une petite tache rouge, au sol, juste à côté de la chaise. Elle n'était pas très grande, mais elle se détachait clairement sur le carrelage blanc. Mon cœur battait la chamade. D'où pouvait-elle venir? Personne n'avait été blessé, aucun incident n'avait eu lieu. Alors pourquoi, du sang? Je me suis accroupi pour regarder de plus près. La tache semblait fraiche. Le liquide n'était pas coagulé, comme s'il venait tout juste de se répandre. J'ai pris une serviette et j'ai essuyé le sol. La sensation était bizarre. Le sang était légèrement collant, comme s'il refusait de se détacher du carrelage. Mais ce n'était pas tout. Tandis que je frottais, j'ai senti quelque chose sous mes doigts. Le sol était encore humide. Je pouvais presque sentir le liquide glisser sous mes mains. Pourtant, après avoir nettoyé la tache, il n'y avait plus rien à voir. Seulement ce parfum atroce de métal rouillé qui flottait toujours dans l'air, me rappelant que quelque chose ne tournait pas rond. Je me suis levé, le souffle court, essayant de me ressaisir. Peut-être que mon imagination me jouait des tours. Peut-être que j'avais mal vu. Mais à chaque inspiration, l'odeur me ramena à la réalité. Elle était là, partout, oppressante, et rien ne semblait pouvoir la dissiper. Les jours suivants, l'odeur ne quitta plus jamais la lanchonnette. Elle revenait chaque soir, parfois plus forte, parfois presque imperceptible, mais toujours présente, comme une malédiction. J'ai essayé d'en parler à mes collègues, mais aucun d'eux ne semblait la sentir. Pour eux, tout était normal. Et pourtant, moi, je savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. Chaque nuit, après la fermeture, je restais un peu plus tard, écoutant ce goutte à goutte insidieux, cherchant désespérément la source de ce parfum infernal. Mais le pire restait à venir. Un soir, alors que je fermais comme d'habitude, j'ai de nouveau entendu ce bruit. Cette fois, c'était plus fort. Le goutte à goutte était devenu un écho, résonnant dans toute la pièce. Je me suis approché de l'endroit où la tache de sang était apparue pour la première fois. Rien n'avait changé, mais le son venait de là, j'en étais sûr. Je me suis penché, collant presque mon oreille contre le sol. Et c'est là que j'ai entendu autre chose. Un murmure. Faible, mais indiscutable. Une voix étouffée, comme si elle venait de loin, de l'autre côté des murs, ou peut-être, d'en dessous. Mon corps tout entier se glaça. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mes mains tremblaient. Je ne pouvais pas bouger. L'horreur montait en moi, lentement, comme un poison. Aide-moi. C'était une voix. Une voix humaine, déformée, pleine de douleur et de supplication.
Elle se répétait, encore et encore, s'insinuant dans mon esprit, me glaçant jusqu'aux os. J'ai reculé, terrifié, le souffle coupé. Je ne voulais plus entendre. Je ne voulais plus savoir. Mais la voix, elle, continuait, inlassable, me hantant même dans le silence le plus total. Depuis cette nuit, je ne suis plus jamais retourné dans cette lanchonnette. Je n'ai jamais parlé de ce que j'avais entendu. Mais l'odeur, elle, ne m'a jamais quitté. Parfois, dans le calme de mon appartement, elle revient, me surprend au détour d'un instant. Et chaque fois, c'est la même terreur qui me revient, me paralysant. Peut-être que ce n'était qu'un cauchemar. Peut-être que ce sang n'a jamais existé. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas le cas. Parce que chaque nuit, dans mes rêves, je revois cette tache. Et j'entends cette voix, faible, brisée, qui me supplie encore. Le visage dans le miroir. Il était presque 2 heures du matin lorsque je décidai enfin de prendre une petite pause. Les clients étaient partis, laissant la lanchonnette dans un silence presque pesant. Le temps semblait suspendu entre les murs, avec le seul bruit constant de la machine à café en arrière-plan, murmure monotone qui me permettait de rester éveillé. J'avais cette habitude réconfortante de me rendre dans le couloir sombre derrière le comptoir, où se trouvait un petit miroir accroché au mur. Ce miroir était modeste, à peine plus grand qu'une feuille de papier, mais il avait pour moi une importance particulière. Pendant ces longues nuits, il était devenu mon ami silencieux, celui qui me renvoyait un reflet normal, presque rassurant, dans cet endroit qui, parfois, pouvait sembler un peu trop vaste et solitaire. Ce soir-là, je me dirigeais vers le miroir comme d'habitude. Le couloir était plongé dans une semi-obscurité, le seul éclairage venant d'une faible ampoule au plafond qui clignotait sporadiquement. Lorsque je passais devant le miroir, je vis quelque chose de complètement inattendu. Ce n'était pas mon propre reflet qui me renvoyait son image fatiguée et tirée. Non, c'était un visage étranger. Une femme pâle, aux yeux profondément enfoncés, fixée directement dans le miroir. Ses traits étaient déformés par une expression de terreur indescriptible. Ses yeux étaient comme des gouffres, vides, sans lumière, et je pouvais presque sentir la froideur de son regard à travers la surface du verre. Mon cœur se serra instantanément. Je me retournai brusquement, croyant que quelqu'un se tenait derrière moi. Mais le couloir était vide, totalement désert. Je me précipitai vers le miroir, les mains tremblantes, pour vérifier si la femme était encore là. Je n'avais qu'à tendre la main pour toucher la surface du miroir, mais je n'osais pas. C'était comme si la femme, même dans son absence physique, avait laissé une empreinte invisible dans l'air, un poids oppressant qui se collait à moi. Je fixai le miroir, m'attendant à voir quelque chose se mouvoir ou se refléter différemment, mais rien ne bougea. Mon propre visage, maintenant pâle et blême, me regardait en retour. Le visage de la femme avait disparu. Je sentais une sueur froide glisser le long de ma colonne vertébrale. Mon esprit tentait désespérément de rationaliser ce que je venais de voir. Peut-être étais-je fatigué, peut-être que c'était une illusion créée par le manque de sommeil. Je me secouai, essayant de chasser l'image troublante de mon esprit. Cependant, la nuit suivante, l'expérience se répéta. À peine avais-je passé le couloir que je sentis un frisson me parcourir. Le miroir était de nouveau là, froid et indifférent, mais je savais que quelque chose se cachait derrière. Je le regardais avec une méfiance croissante, la respiration saccadée. Et, comme si elle avait attendu mon retour, la femme était là à nouveau. Ses yeux vides brillaient faiblement dans la lumière déclinante, comme des étoiles mortes dans un ciel sans lune. Je ne pouvais pas rester là à la fixer. Je me retournai précipitamment, mon esprit en proie à une panique croissante. Je tentais de reprendre mon souffle, de trouver une explication, mais il n'y avait aucune logique à ce que je vivais. Chaque nuit, je passais devant ce miroir avec une angoisse croissante. Je n'osais plus me regarder, craignant de découvrir ce visage encore et encore. Avec le temps, je me mis à éviter le miroir autant que possible. Je préférais emprunter des chemins détournés pour éviter de le croiser. Mais cette peur grandissante ne se limitait pas au miroir seul. Elle s'étendait à tout ce qui était réfléchissant. Les surfaces brillantes, les fenêtres, même les flaques d'eau, me rappelaient ce visage terrifiant que je ne pouvais plus effacer de ma mémoire. Chaque fois que je me retrouvais face à un miroir, une partie de moi espérait secrètement ne pas voir ce visage, mais une autre partie redoutait la confirmation de sa présence. Les images de la femme restaient figées dans mon esprit, déformées par la terreur pure, me hantant jour et nuit. Je commençais à éviter les miroirs dans ma maison aussi. Je n'en avais plus dans les pièces principales, les murs étaient désormais dépouillés de tout ce qui pouvait réfléchir la lumière. Mais l'angoisse ne disparaissait pas. Elle se manifestait dans les ombres qui semblaient danser à la périphérie de ma vision, dans les coins des pièces où la lumière ne parvenait pas à pénétrer complètement. Les jours passèrent,
Et bien que j'eus l'impression de m'adapter à cette nouvelle réalité, la peur ne disparut jamais totalement. J'avais appris à vivre avec, à cacher cette partie de moi qui tremblait à l'idée d'affronter l'inconnu chaque fois que je passais près d'un miroir. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce visage, ces yeux vides me fixant, comme une ombre persistante dans les recoins les plus sombres de mon esprit. Cette femme du miroir, elle est devenue plus qu'un simple cauchemar. Elle est devenue une partie de moi, une obsession qui persiste même lorsque je tente d'échapper à ses yeux. Parfois, quand je rêve, elle revient me hanter, me regardant avec cette même expression de vide, de désespoir. C'est un souvenir, un spectre de mon passé que je ne pourrai jamais vraiment oublier. Et même si je n'ai jamais compris qui elle était tout ce qu'elle représentait, son visage reste gravé en moi, un rappel brutal que parfois, les horreurs ne résident pas seulement dans les ombres, mais aussi dans les reflets que nous fuyons. La commande sans fin. Il était une nuit sombre et brumeuse lorsque le destin m'a joué un tour dont je me souviendrai toujours. La lanchonnette était presque vide, seulement éclairée par les néons vacillants et le faible bourdonnement des réfrigérateurs. Le tic-tac constant de l'horloge sur le mur était le seul bruit qui brisait le silence pesant. J'étais sur le point de fermer lorsque l'homme entra. Il était habillé simplement, un manteau sombre et une écharpe enroulée autour du cou. Son visage était marqué par la fatigue, mais il arborait un sourire poli en demandant un milkshake. Je préparai la boisson avec soin, le mélangeant jusqu'à obtenir la texture parfaite, puis je lui remis le verre avec un sourire professionnel. Il remercia et sortit, la porte émettant un léger tintement en se fermant derrière lui. À peine 5 minutes plus tard, il revint, le même sourire sur les lèvres. Il demanda exactement la même chose, un milkshake. J'étais surpris mais pensais qu'il avait peut-être oublié quelque chose. Je lui préparai un autre milkshake et lui remis le verre. Il partit, le tintement de la porte marquant son départ. Mais ce n'était pas la fin. Moins de 10 minutes plus tard, il réapparut à nouveau. Le même homme, avec le même manteau sombre, le même regard fatigué, et la même demande, un milkshake. Mon étonnement grandissait, mais je lui servis un troisième milkshake, cette fois-ci en me demandant si quelque chose n'allait pas. Je commençais à m'inquiéter. Au bout de la 4e fois, il entra encore, demandant toujours le même milkshake. Je tentais de le confronter, perplexe par son comportement répétitif. Lorsque je lui posai la question, il se contenta de sourire de manière énigmatique et murmura d'une voix qui m'envoya des frissons, « Je ne m'arrêterai jamais ». Il prit le dernier milkshake, m'adressa un dernier sourire avant de partir, et cette fois-ci, il ne revint pas. Je restai là, bouche bée, avec un sentiment de malaise qui s'intensifiait. La lanchonnette semblait plus sombre et plus silencieuse que jamais après son départ. Mais l'étrange ne s'arrêta pas là. Chaque nuit, après sa visite, je retrouvais un verre de milkshake vide sur le comptoir. Parfois, il était encore un peu glacé, comme s'il avait été récemment consommé. D'autres fois, il semblait avoir été abandonné là depuis longtemps, avec des traces de condensation desséchées. Peu importe à quel point je nettoyais ou rangeais la lanchonnette, chaque matin, je découvrais un nouveau verre vide, un rappel de la promesse bizarre de cet homme. Cette situation devint rapidement une obsession. La vue de ces verres vides me hantait. Je commençais à m'inquiéter, non seulement pour l'homme, mais aussi pour moi-même. Chaque fois que j'entendais le tintement de la porte, mon cœur se mettait à battre plus vite. Je scrutais les ombres, espérant ne pas le revoir, tout en sachant au fond de moi qu'il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans ce phénomène. Les semaines passèrent, et chaque nuit, le verre de milkshake vide réapparaissait comme un mauvais présage. J'étais épuisé par l'angoisse constante et le manque de sommeil. Mon esprit était en proie à des visions de cet homme, toujours souriant, toujours répétant sa promesse inquiétante. Je me demandais si je devenais fou ou si c'était simplement une manifestation d'une présence qui ne voulait pas partir. Un soir, alors que la lanchonnette était particulièrement calme, j'entendis une voix derrière moi. Je me retournai brusquement, espérant ne pas le trouver là. La lanchonnette était vide, mais je trouvai sur le comptoir un petit morceau de papier plié. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. Il y était écrit en lettres noires, tremblotantes, « Je suis toujours là, et je ne partirai jamais ». Cette note me glaça le sang. L'homme n'avait pas seulement laissé des milkshakes vides, il m'avait laissé un message, une déclaration inquiétante qui résonnait dans chaque recoin de la lanchonnette. Je me sentais comme si j'étais pris dans un cauchemar sans fin, où chaque jour apportait son propre lot de terreur silencieuse. Chaque nuit, le même scénario se répétait. Le verre de milkshake vide me rappelait cette promesse mystérieuse et troublante. Et chaque fois que j'entendais le tintement de la porte, je tremblais à l'idée de le revoir, de découvrir ce qu'il voulait vraiment, et pourquoi il n'avait jamais cessé de revenir. Il était devenu une partie de mon quotidien, une présence invisible qui ne cessait de me hanter. La lanchonnette,
autrefois un endroit où je me sentais en sécurité, était désormais le théâtre de mes pires angoisses. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, les ombres se mouvaient avec des intentions sinistres, et le seul réconfort que j'avais était de savoir que, peut-être, un jour, le cycle cessera. Mais en attendant, chaque nuit, je serai assis là, attendant le moment où le tintement de la porte se fera entendre, et où le prochain verre de milkshake vide me rappellera que l'angoisse n'est jamais vraiment loin. La dernière commande. C'était ma dernière nuit de travail à la Lanchonette. J'avais compté les heures, les minutes et les secondes jusqu'à ce que je puisse enfin quitter ce lieu qui, bien que familier, commençait à me peser lourdement. La Lanchonette était calme, les lumières créaient une lueur chaude qui se reflétait sur les tables usées, et l'air était chargé d'un silence presque oppressant. J'étais là, seul, attendant le moment où je pourrais enfin fermer boutique et dire adieu à ce chapitre de ma vie. Soudain, la porte s'ouvrit avec un léger grincement, brisant le silence pesant. Un vieux homme entra. Il était frêle, courbé sous le poids des années, avec un regard qui en disait long sur les épreuves qu'il avait traversées. Ses vêtements étaient usés, et il se déplaçait lentement, comme si chaque pas était un effort monumental. Je le regardais avec une curiosité mêlée de compassion. Il s'installa à une table près de la fenêtre, et son visage exprima une tristesse profonde, presque palpable. Je m'approchai de lui avec un sourire poli, prêt à prendre sa commande. Il regarda le menu avec des yeux fatigués, et demanda le plat le plus simple que nous proposions, un sandwich au jambon avec des frites. Je pris note et me dirigeai vers la cuisine, préparant la commande avec une attention particulière, même si c'était une tâche routinière. Quand je servis son repas, il me remercia d'un sourire fatigué mais sincère. Il commença à manger lentement, chaque bouchée semblait être une expérience précieuse pour lui, comme s'il savourait chaque instant, chaque goût. Je le regardais discrètement, me demandant ce qui se passait dans son esprit. Son comportement était inhabituel, comme si ce repas était plus qu'un simple dîner pour lui. Les minutes passèrent, et il continua à manger avec une lenteur contemplative. Quand il eut fini, il me lança un regard pénétrant, ses yeux d'un bleu clair comme des lacs gelés. Ce regard me fit frissonner. Il posa son couteau et sa fourchette avec soin, puis leva les yeux vers moi. La pièce semblait se rétrécir autour de lui, comme si nous étions les seuls êtres vivants dans un univers figé. « Merci, pour m'avoir servi une dernière fois », dit-il doucement, sa voix rauque tremblant légèrement. Ces mots semblaient résonner dans l'air comme un écho d'un temps révolu. Il se leva lentement, replaça sa chaise et se dirigea vers la porte avec une grâce tranquille malgré son âge avancé. Je le suivis du regard tandis qu'il sortait, la porte se refermant doucement derrière lui. Il s'éloigna dans la nuit, sa silhouette se perdant peu à peu dans l'obscurité. Un sentiment étranger me traversa. Ce fut comme une déchirure dans le tissu de la normalité, une prise de conscience que quelque chose de significatif venait de se produire. Pourtant, je n'y prêtais pas trop attention à l'époque, pensant simplement qu'il s'agissait d'un vieil homme cherchant un dernier moment de réconfort. Le lendemain matin, je me rendis au travail comme d'habitude, me préparant à une journée de routine. Cependant, à peine arrivé, je trouvai un brouhaha inhabituel parmi mes collègues. Des murmures anxieux parcouraient la pièce. Curieux, je demandai ce qui se passait. Une collègue, les yeux rouges d'avoir pleuré, me regarda avec une expression de choc. « Tu n'as pas entendu ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « L'homme que nous avons vu hier soir, il est décédé. » Je la regardai, incrédule. Elle poursuivit, expliquant que le vieil homme, celui qui était venu la nuit précédente, était décédé des mois plus tôt, selon les nouvelles locales. Il avait été signalé comme mort, et personne ne comprenait comment il avait pu être là, à la Lanchonette, ce soir-là. Le choc me traversa comme une onde glaciale. Je repensai à ces paroles, « Merci, pour m'avoir servi une dernière fois. » Ce fut comme si une vague de réalité se brisait contre moi. Comment cet homme pouvait-il être là, en vie, alors que son esprit semblait appartenir au monde des ombres? Ces mots avaient maintenant un sens sinistre, comme une sorte de message laissé avant un départ définitif. Je ne savais pas quoi penser. La Lanchonette, jadis un simple lieu de travail, était maintenant empreinte de mystères insondables. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais cessé de penser à cette rencontre. Chaque fois que je vois quelqu'un manger lentement ou me dire des adieux étranges, je repense à cet homme. Sa dernière commande, son dernier regard, et ses derniers mots sont devenus une partie de mon histoire, une ombre persistante qui me suit où que je aille. La Lanchonette est devenue le théâtre d'une expérience inexpliquée qui me hante encore aujourd'hui, chaque fois que la nuit tombe et que je me retrouve seul avec mes pensées. Ainsi, la Lanchonette n'est plus simplement un lieu de travail. Elle est devenue le sanctuaire des mystères non résolus et des esprits qui ne veulent pas partir. La dernière commande de cet homme n'était pas simplement un repas, c'était une visite du monde des morts,
une interaction entre les vivants et les ombres, et un rappel que parfois, les adieux ne sont jamais vraiment définitifs.